Allez, Toto Wolff qui remet une petite pièce dans la machine. Hamilton aurait dû avoir un 8ème titre mondial l'an dernier. Il espérait faire oublier donc la saison 2021 maudite en 2022, mais c'est raté, vu que la voiture n'est pas au niveau, pour l'instant du moins. Je pense que Lewis aurait dû avoir un 8ème titre mondial l'an dernier. Tout le monde le sait. Mais maintenant, nous devons produire une voiture qui le place dans la position de viser ce 8ème titre. C'est fondamentalement ma responsabilité, mais c'est bien parce que je contrôle cette situation. La peine aurait pu se dissiper un peu plus vite si nous étions clairement en lutte pour ce 8ème titre cette année. Mais ce ne sera pas facile. Nous devons revenir au niveau en 2023, et pour cela il faut s'assurer d'y être presque dans cette deuxième partie 2022. Pour Hamilton en particulier, ça a été un début de saison extrêmement frustrant, où il devait être très motivé pour mettre de côté 2021. Il avait hâte d'effacer cette course maudite, mais nous ne sommes pas au niveau. Je dois le protéger parce que les gens ont commencé à le critiquer, ce qui n'est pas juste. C'est complètement absurde. C'est le plus grand pilote de tous les temps. La voiture est juste en dessous de la normale. George a parfois eu un peu moins de mal, parce qu'il est peut-être habitué à piloter des voitures difficiles en fond de grille. Mais Lewis n'a pas eu de chance à de nombreuses reprises. Il aurait pu signer 2 autres podiums lors de la première moitié de saison, et alors le pendule aurait pointé dans sa direction. Tout le monde comprend que c'est la voiture qui ne fonctionne pas le pilote qui est en faute. Eh ben non, tout le monde ne le comprend pas, hein. Les anti-Hamilton notamment, et il y en a sur cette chaîne. À cause de ces difficultés, plus de 6 mois plus tard, Wolff reste la rétraction sur les réseaux sociaux, avec la vidéo où il détruit son casque Bose à Jeddah. Elle est ressortie par les fans à la moindre frustration de l'Autrichien. Il en sourit. Oui, et puis il a plein de mèmes à son effigie aussi, notre ami Wolff. Ça me fait rire, Lewis aussi. D'une certaine manière, nous sommes des maniaques du contrôle. Parfois, j'ai l'impression d'être un entraîneur de football. Il y a un moment où vous ne pouvez plus rien faire, et vous devez laisser les joueurs sur le terrain faire le travail. C'est pourquoi vous avez ces réactions. Parfois, vous devez libérer la pression. À Jeddah, nous savions que nous devions gagner toutes les courses pour remporter le championnat du monde. Alors quand Max a testé Lewis au freinage, et qu'il semblait que nous avions perdu les bras avant, je ne pouvais pas croire qu'il venait de faire ça. C'est là que cette réaction est venue. Je me suis calmé, je voulais remettre mon casque quand j'ai réalisé qu'il n'y avait qu'un seul écouteur qui était encore là. Tout le reste était resté sur la table. Merci Toto pour ces anecdotes toujours croustillantes. Voilà, donc voilà, maintenant à Mercedes de pondre une voiture compétitive. Pour l'instant, c'est pas trop ça. Alors c'est pas non plus une voiture de fond de grille, on va pas dire ça non plus. Mais ça peut pas jouer à la victoire à la régulière. Donc, est-ce que ça pourra jouer la victoire à la régulière cette saison? On verra bien. Que pensez-vous de cette déclaration de Wolff? Est-ce que Lewis Hamilton aurait dû avoir son 8ème titre en 2021? Je vous laisse commenter. Ciao. Alors, une stat intéressante est sortie récemment, là. Tous les pilotes qui ont dépassé les 300 Grands Prix n'ont plus eu aucune victoire après avoir dépassé donc cette barre symbolique. Donc, Hamilton, il va arriver à son 300e Grand Prix en France, là, ce week-end. Mais avant lui, il y a quand même eu Barrichello, il y a eu quand même eu Michael Schumacher, quand il était chez Mercedes, Button, Alonso et Kimi Räikkönen. Donc parmi ceux-ci, les 5 hors Hamilton, il n'y a que Alonso qui roule encore. Donc lui, il a toujours l'espoir, pourquoi pas, de gagner une course, mais bon, ça va quand même être assez compliqué pour Fernando, avec la voiture qu'il a en ce moment. Donc est-ce que lui ou Hamilton vont réussir à gagner une course? Je dirais quand même qu'Hamilton a plus de chances qu'Alonso. Il a quand même une voiture plus rapide, surtout si la Mercedes progresse cette année et en 2023. Peut-être qu'il fera mentir cette stat à Hamilton, on verra. Ça sera peut-être le seul pilote à avoir réussi à gagner, donc, en dépassant la barre des 300 Grands Prix. On verra ça, allez, je vous laisse commenter, ciao. Et Russell qui est élogieux envers Wolff, un leader inspirant et un coureur dans l'âme. Magnifique. Ça a été vraiment intriguant pour moi de voir à quel point Toto était impliqué sur la partie technique. Je n'avais vraiment su à quel point ses connaissances techniques étaient bonnes, mais il est désormais pleinement impliqué dans la réunion technique. Il essaie vraiment de pousser l'équipe, c'est un coureur dans l'âme. Je pense qu'il n'est pas seulement inspirant et motivant. Tout le monde sait que Toto est un grand leader. Il comprend le côté technique et voit les choses de manière plus rationnelle. Peut-être de loin, mais il pose les bonnes questions. Toto Wolff a lui-même été pilote de monoplace et de GT dans sa carrière. Et Russell, qui a participé à un rallye sur glace avec son directeur en début d'année, confirme que l'Autrichien possède un très bon coup de volant. Nous avons participé à un événement sur glace au début de l'année en Autriche avec de nombreux sponsors. La journée s'est terminée à 6h, mais Toto et moi restions jusqu'à 9h. Il faisait nuit noire, mais nous avions de la lumière sur cette petite voiture de rallye. Il accomplissait quelques tours et j'étais passager, je chronométrais avec mon iPhone, puis nous inversions. Honnêtement, j'ai été surpris par son engagement et le rythme qu'il a montré. Il est probablement davantage sorti de la piste que moi, mais son rythme était très bon. J'apprends donc de nouvelles choses sur lui. Ok, merci pour cette anecdote. Je vais vous remettre évidemment la miniature de Toto Wolff habillé en Red Bull. Hein. Ça c'est vraiment trop drôle. Hein.
Voilà pour cette intervention de Russell. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao. Sainz a dû perdre du poids sur demande de Ferrari. Sa combi sentait le barbecue après l'Autriche. Oh putain. Donc il est revenu sur l'incident. En Autriche, j'étais énervé, mais j'avais un peu chaud. Une situation très étrange, je ne savais pas ce qui se passait, il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai essayé de sortir de la voiture, et la voiture était en marche arrière. Je suis resté là, et quand j'ai commencé à brûler un peu, ma combinaison se sentait un peu comme un barbecue après la course. C'était un peu bizarre, avec le commissaire qui allait et venait, j'ai rien compris. Et ils m'ont expliqué pourquoi tout ça est arrivé, c'était logique. La voiture reculait, c'est ce qui a un peu compliqué les choses. Mais écoutez, nous devons au commissaire nos vies. Ce sont des bénévoles, ils le font pour l'amour de l'art. 99,9% d'entre eux font un excellent travail, et les autres sont sûrs d'apprendre de leurs erreurs. Oh, t'es un peu gentil là, Carlos, quand même. 99,9 ? Ouais, il y a quand même des commissaires, c'est des blaireaux, hein, désolé de le dire, mais bon, ils devraient pas être là. Hein. Carlos Sainz a donc donné le ton avec son week-end le plus remarquable en course, sa première position et sa première victoire à Silverstone. C'est une des plus belles choses qu'on puisse ressentir en tant que sportif à ce moment-là, 300 à l'heure, vous ne vous rendez pas compte. Mais quand j'ai vu la photo et que vous sortez de la voiture, tout le paddock où vous travaillez vient vous féliciter. Les pilotes rivaux, ils sont heureux pour vous. Checo Pérez m'a dit « Quel plaisir de partager le podium avec toi pour ta première victoire, tu le mérites, salaud. Prenons du champagne. » Ok. J'essaie de m'entendre avec tout le monde, j'adore la F1, on y rencontre des gens étonnants. Il y a les meilleurs pilotes, les meilleurs ingés, les meilleurs mécanos, les meilleurs journalistes. Ça évite de beaucoup de choses, je suis comme je suis et j'aime m'entendre avec tout le monde. Mais ensuite, sur la piste, je suis chargé de leur en mettre plein à vue. À l'extérieur, je m'amuse et j'essaie de m'amuser, je suis dans un environnement que j'aime. Alors que Sainz vit une saison plus que mitigée, il ne faut pas négliger le moindre détail pour gagner en perfo pur, notamment le poids du pilote. Ferrari lui a donc demandé expressément de surveiller sa ligne. Il y a un an, à la même époque, j'ai pris quelques kilos en trop, et Ferrari m'a dit d'en enlever 1,5. Oh, ça va, si c'est que ça. Hein. Je m'attendais à 4 ou 5, moi. 1,5 kg, ça va, c'est pas beaucoup, quand même. Carlos Sainz s'est exprimé à l'occasion de la présentation du projet d'un nouveau circuit à Tenerife en Espagne. Sur ce circuit de 4 km, il y aura une ligne droite de 820 mètres, 16 virages et une vitesse max de 310 km/h. Peut-on voir rejoindre ce circuit en F1 ? Au calendrier de la F1, j'ai déjà fait mes études des trajectoires. Il y a quelques virages sympas comme un triple gauche, avoir une mini ligne droite très cool. J'espère qu'il sera possible de l'essayer bientôt, on s'amuserait bien. Mais depuis que je suis enfant, mes cahiers d'école étaient remplis de circuits conçus par moi. Ma mère me réprimandait souvent pour ça. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à voir de nouveaux circuits. Ah bah au moins il saura où se reconvertir, Carlos, dans la création de circuits. Allez, voilà, magnifique. Bon bah voilà, après son petit barbecue autrichien, on espère évidemment que le moteur de sa Ferrari va tenir sous la canicule française ce week-end. Ciao. Et Verstappen espère être plus performant sur le Paul Ricard qu'en Autriche. Pérez voudra se relancer après son coûteux abandon. Nous avions obtenu un bon résultat en France l'année dernière en tant qu'équipe. Le tracé propose des sections techniques et des virages rapides à la fin. Il sera donc important de prendre soin des pneus, en particulier parce qu'il fera très chaud ce week-end. J'espère que nous serons plus performants qu'en Autriche et que nous aurons appris de cette course. Après avoir perdu gros au championnat sur le bullring, Pérez voudra au moins terminer sur le podium. Ouais, lui, il perd des points par dizaines, quoi, à chaque fois. Hein. Après un week-end difficile en Autriche, c'est génial de retrouver la course et d'avoir une chance de remettre les choses en ordre. Nous avons connu 2 abandons lors des 3 dernières courses. Nous ne pouvons plus nous le permettre au championnat. Ah bah c'est déjà trop tard, hein, Sergio. Je t'explique. Je veux donc changer ça ce week-end en France. Je suis toujours en course pour le championnat pilote. Oh le mec, il force, hein. Non, t'es plus en course en fait. Mathématiquement oui, mais on sait tous très bien que tu peux pas gagner ce championnat, Sergio. T'as jamais pu le gagner d'ailleurs. Et il est donc important que je ne perde pas davantage de points. L'année dernière, j'obtenais mon 2e podium avec l'équipe en France et je vais donc essayer de faire la même chose cette année. Le Paul Ricard est un circuit difficile car il y a plusieurs trajectoires possibles dans les virages. Les températures élevées sont également un facteur à considérer ce week-end. La course devrait être exigeante sur le plan physique. Il faudra également gérer la dégradation des pneus avec la chaleur française. Oui, il prévoit une bonne chaleur quand même si c'est pas 40 degrés. Ça sera au moins 30-33 max et donc un ressenti encore plus grand. Et pensez à vous hydrater dans les tribunes aussi, c'est important. Donc voilà, à voir ce que ça donnera les perfos de Red Bull, hein, le boss de Honda qui dit que Red Bull sera plus performante que Ferrari au Paul Ricard. Je suis pas sûr de ça, on verra. Allez, ciao. Et Jacques Villeneuve demande de lourdes sanctions si le plafond budgétaire est dépassé. C'est qui ça? C'est son fils? Je pense que oui, il lui ressemble. On a besoin d'une réglementation claire concernant les pénalités en cas de dépassement des budgets capés. En ce moment, elles peuvent faire 1 million de choses, mais qui sait quelle pénalité sera choisie. C'est comme si elles avaient décidé dès le départ qu'elles dépasseraient les budgets de toute façon avant de disputer 22 courses. Le Canadien évoque les possibles sanctions qui pourraient être retenues.
Il pourrait s'agir d'une pénalité financière. Mais une pénalité financière, mais il est con ou quoi? Ça sert à rien. Déjà qu'il dépasse le budget, et qu'est-ce qu'ils en ont à foutre d'une pénalité financière? Non, des points retirés, oui, ça c'est mieux déjà. Mais aussi d'une exclusion au championnat. Laquelle sera choisie? Qui sait? C'est difficile d'imaginer une exclusion d'une équipe. Oui, c'est vrai que, bon, après, si elle dépasse de 100 millions de dollars, ça dégage, hein. Exclusion, même 50, hein. Mais oui, si elle dépasse de 1 ou 2, voire 10, c'est pas mérité, effectivement. Il faudrait des points en moins. Selon moi, si vous dépensez 1 million de trop, la meilleure sanction serait d'obliger l'équipe à donner 1 million de dollars à chaque équipe de la grille, et que celle-ci soit autorisée à être dépensée, même si cela dépasse leur budget. Voilà. Ouais, je sais pas, ça me paraît un peu loufoque comme idée. Ainsi, si les équipes de pointe dépensent 10 millions de plus, elles dépenseraient 100 millions de dollars supplémentaires, et ce sont les petites équipes qui recevraient tout cet argent. Dans ce cas, d'accord, ce serait équilibré, amusant et juste. Ouais, non, c'est... Parce que je veux bien qu'ils dépensent les sommes, hein. Mais si ça arrive à la dernière course, par exemple, comment ils auraient le temps, en fait, de faire une nouvelle Evo avec cet argent? Tu m'expliques, Jacques? Non, il faut un truc immédiat, comme des points en moins. Ça, c'est garanti que ça marchera. 1 million de dépassés, allez, 15 points en moins. Ou 20. À voir. Pour le championnat constructeur. Par contre, il faudrait aussi que les pilotes soient pénalisés, du coup. Alors, on ferait comment? En divisant en deux? Je sais pas. Bon, en tout cas, la FIA, ils ont intérêt de donner des sanctions si c'est le cas, hein. Pénalité financière, c'est inacceptable, pour le coup. Je vous laisse commenter, ciao. Ocon espère que le Grand Prix de France va être sauvé. Bref. Moi, je suis pas très confiant, hein. J'entends beaucoup de rumeurs sur le Grand Prix de France comme quoi ce serait compliqué pour la suite. Régie Ocon sur RMC. J'ai eu quelques discussions, j'ai vu aussi les déclarations de la F1 comme quoi ils cherchaient des solutions pour un futur Grand Prix de France, potentiellement dans une ville de Nice, donc ce qui pourrait être intéressant. La France a une place hyper importante dans le sport auto. On a les plus belles marques automobiles. On a eu des pilotes exceptionnels par le passé et ça s'appelle Grand Prix en nous français, partout où on va dans le monde. C'est hyper important d'avoir un Grand Prix de France. Oui, on découvre des belles pistes, mais les pistes historiques comme Monaco, Spa, Paul Ricard... Alors, Paul Ricard, piste historique, ouais, c'est vrai qu'on l'a fait dans les années 80, mais bon, honnêtement, piste historique, je suis pas trop d'accord avec ça, mais bon, c'est mon avis. Ou alors, il faudrait trouver des solutions pour alterner d'une année à l'autre, et quand même garder l'histoire de la F1. Ils ont qu'à alterner le Paul Ricard avec le Zandvoort, tiens, allez. Voilà, j'ai trouvé une idée, moi. Je me sens très bien, pour moi c'est super spécial de rouler à la maison devant mes supporters. Est-ce que c'est le rendez-vous le plus important de l'année? Pour moi oui, même s'il y a les mêmes points qu'ailleurs. C'est un Grand Prix que j'attends depuis très longtemps. Je n'avais pas pu rouler là-bas en 2019, c'est un truc de fou cette semaine. Je vais avoir ma tribune pour la première fois de ma carrière, dans le dernier virage du Paul Ricard. En plus ça se passe plutôt bien en ce moment. La voiture monte en puissance et l'équipe amène des nouveautés. On voulait progresser cette année avec les nouvelles règles, et c'est ce qu'on est en train de faire. On a encore des choses à régler comme la fiabilité. On a aussi des déficits en perfo, mais le top 5 en Autriche montre qu'on est sur la bonne direction. S'il y a des opportunités sur le Paul Ricard, on sera là pour les saisir. On n'était pas loin des Mercedes en Autriche. Un peu quand même, hein. J'aurais pas à dire, mais arrêtez de... Alpine, ils voient Mercedes comme objectif, mais ils n'y arriveront jamais. Enfin, il n'y a aucun moyen de rattraper Mercedes, les gars. Concentrez-vous déjà sur la 4ème place face au McLaren. Après, vous pourrez voir, mais bon. Déjà, vous êtes en galère pour avoir la 4ème place. Donc pensez pas à Mercedes, maintenant, c'est trop tôt là. La hiérarchie peut vite changer, il ne faut pas sous-estimer les autres, mais on a fait du bon travail. On fait du bon travail. Ouais, bon. On verra ce que ça donne à Alpine, hein. Il faut travailler sur la fiabilité aussi, hein. Encore une fois, Alonso a eu des problèmes en Autriche, ils auraient pu marquer bien plus de points que ça, donc ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, je dirais, pour Alpine. Allez, ciao. Alors, Alonso tacle les nouveaux fans de F1, ils apprécieront, ils ne connaissent pas grand-chose à la discipline. Allez, bim. L'Espagnol estime que ces nouveaux fans ne connaissent pas bien le sport et le jugent également d'une manière très différente. Alonso, il vaut peut-être l'effet Netflix qui a fortement rajeuni et augmenté le public qui suit la catégorie du sport auto. C'est très possible, il y a de nouveaux fans et d'une certaine manière je ne veux pas leur manquer de respect, mais ils ne connaissent pas grand-chose à la F1. Ils ressemblent plus à des fans de football, où ils se contentent de suivre les résultats, celui qui gagne c'est le meilleur, et celui qui est le dernier n'est pas au niveau de la Formule 1. C'est un peu binaire. Le double champion du monde dit que ses fans doivent être sensibilisés au fait que, en F1, beaucoup de choses dépendent des performances de la voiture. Quand tu fais un bon week-end, tu ressembles à Dieu. Quand tu fais un mauvais week-end, tu es trop vieux, ou tu es trop jeune, ou quoi que ce soit. Je pense que maintenant, les fans, ils regardent juste la course immédiatement. Ils ont leurs sensations et leurs émotions, puis ils éteignent la télé jusqu'au dimanche suivant. Il n'y a plus de véritable culture de la F1. Il faut les sensibiliser à nouveau sur ce qui fait que la F1 est différente d'un autre sport, où seul l'athlète crée la différence. Et bien c'est d'ailleurs pour ça que je m'efforce de vous donner de l'actualité tous les jours,
pour que quand vous éteignez votre télé, eh bien, vous avez quand même les news sur YouTube. Bon, après, il exagère un peu, Alonso, je pense pas que tous les nouveaux fans de F1 soient comme ça. Certes, il y en a qui sont comme ça, qui ont choisi un peu sur un coup de tête leur préféré, on va dire, lui c'est le meilleur du moment, donc je choisis lui en préféré. Certains ont dû faire ça, mais bon, ne pas mettre tous les fans dans le même panier quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao. Alors, Eric Boulier s'exprime sur l'avenir du Grand Prix de France. On n'est pas mort, on discute. Ouais, Boulier, bon, il essaie de nous rassurer, mais bon, c'est la messe est dite, je pense quand même. Le président de la FOM, Domenicali, a clairement dit que la France méritait d'être présente. La FOM travaille aussi sur l'expansion de son calendrier, du nombre de Grands Prix, donc il y a plusieurs solutions. À part de ça, du moment où la volonté est de côté de vouloir garder un Grand Prix en France, tant mieux. Qu'il soit tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 5 ans ou tous les ans, on verra. Ah oui, donc lui, il se satisferait d'un Grand Prix tous les 5 ans, par exemple. D'accord, bah oui, effectivement, vous n'êtes pas mort, mais bon, prochain Grand Prix en 2027, ouais. C'est un peu comme si vous étiez mort quand même, les gars. Je voudrais pas dire, mais bon. On doit s'inscrire dans la possibilité future qu'il y ait peut-être 30 Grands Prix pour 25 dates. On n'est pas mort, on discute. Quoi? 30 Grands Prix pour 25 dates? Ça voudrait dire qu'il y aurait 2 Grands Prix par semaine, parfois? Enfin, au même endroit, quoi. Ok, bizarre. Il n'y a pas de solution idéale, nous avons tous les scénarios en discussion et... Ah oui, non, peut-être une alternance, du coup. Ouais, non, c'est plutôt ça qu'il veut dire, je pense. Il n'y a pas de solution idéale, nous avons tous les scénarios en discussion avec la fédération, qui, stratégiquement parlant, souhaiterait avoir plus de Grands Prix sur un nombre de dates qui n'est pas extensible. Et donc, effectivement, l'alternance, oui, voilà, c'est ça, pourrait être une solution sur plusieurs Grands Prix. Nous sommes le seul Grand Prix certifié de 3 étoiles environnementales par la FIA. La France a une grande culture de la course automobile et de la F1. On a 2 pilotes sur la grille qui ont gagné chacun un Grand Prix. On a un constructeur Renault qui est motoriste et une équipe alpine. La France serait-elle prête à mettre plus d'argent sur la table pour contrer les nouveaux pays? On parle d'un contrat à 25 millions par an alors que certains payent le double. Je ne peux pas confirmer ces chiffres, ce sont des accords confidentiels. Il y a un prix de plateau, un droit que vous achetez pour organiser une course. Il y a différents modèles de revenus suivant que vous êtes un Grand Prix européen ou non européen. La réalité, c'est que la F1 veut grandir. C'est un miroir médiatique extrêmement important avec des retombées extrêmement importantes. Donc il faut s'adapter au cahier des charges. Ouais, mais bon, pas non plus au point de se ruiner, quoi, pour un Grand Prix de France. Donc je sais pas combien ils peuvent mettre maximum, mais bon. Écoutez, pourquoi pas une alternance pour le Grand Prix de France avec un autre Grand Prix qui est pas très très utile. Et les Pays-Bas, par exemple, pour ne citer que lui. Il y en a d'autres, la Hongrie, c'est pas les meilleurs Grands Prix, les Grands Prix de Hongrie non plus, pour alterner avec ces Grands Prix-là. Il y en a bien d'autres, des circuits qui sont pas foufou quand même. Donc voilà, quel est votre avis là-dessus? Est-ce qu'on doit se séparer du Grand Prix de France ou une alternance au moins? Allez, ciao. Leclerc est convaincu que Ferrari sera très performante au Paul Ricard. La sensation est bien meilleure qu'au moment d'aborder l'Autriche. Notre week-end a été très bon là-bas, nous devons garder le même niveau de concentration et de performance. Ça fait un moment que nous sommes rapides. Malheureusement, nous avons connu des problèmes, mais je suis confiant de pouvoir jouer la victoire ce week-end. Il faudra tout mettre ensemble et ne pas commettre la moindre erreur. On était en difficulté l'année dernière, et la précédente également, mais cette année ce sera différent avec ces nouvelles voitures et conditions. La gestion des pneus sera très importante. Il faudra utiliser au mieux les séances d'essais libres pour faire en sorte que les problèmes de l'an passé ne se répètent pas. Mais je suis convaincu que nous serons compétitifs. Si la lutte contre Verstappen est très cordiale jusqu'ici, Leclerc est conscient du fait que la situation pourrait se tendre au fur et à mesure que la saison avance. Je suis sûr que la situation deviendra plus tendue à un moment donné, surtout si nous continuons à leur reprendre des points et que nous restons très proches. Mais c'est normal qu'il y ait parfois des tensions lorsque vous disputez le championnat du monde. Mais jusqu'ici, j'apprécie la bataille. Ce n'est pas comme si nous avions été gentils l'un avec l'autre. Nous avons couru à la limite, mais de façon très respectueuse et j'espère que ça va continuer ainsi. Eh ben, on espère aussi qu'il n'y aura pas de crash entre les deux. Bon, en tout cas, ils voient Ferrari très performante. On verra s'ils sont plus performants que Red Bull et surtout, s'ils sont fiables. On veut de la fiabilité chez Ferrari. C'est surtout ça qui prime. La voiture, elle est performante, pas de souci. On veut des voitures fiables et des stratégies correctes. Voilà ce qu'il faut dans cette écurie. Ciao, ciao. Et Russell voit Mercedes à 2 dixièmes seulement des meilleurs en France. Si l'équipe fait tout parfaitement Castellet. Prédiction de Russell, du coup, 2 dixièmes. Ok, pourquoi pas. Il y a beaucoup d'attentes autour de Mercedes ce week-end. Je ne sais pas d'où ça vient, mais la voiture progresse. On réduit l'écart, on apporte des petites améliorations. Il va faire chaud, ce qui nous avantagera aussi et on visera cela. Mais de manière réaliste, si on fait tout parfaitement, on sera 1 dixième et demi ou 2 dixièmes autour de Ferrari et Red Bull si on fait tout bien. Russell salue toutefois les progrès de son équipe, qui commence désormais à pouvoir développer la performance de la W13. C'est la première fois de la saison que nous avons l'impression de vraiment comprendre la voiture. Nous comprenons ce qui doit changer pour que la voiture aille plus vite. Nous avons passé beaucoup de temps à chercher d'où venaient les problèmes, comment les résoudre, et pas seulement à aller faire aller la voiture très vite. Nous savions pour les premiers tests que le début de saison serait difficile, mais l'équipe se sent maintenant dans une bonne position. On sent que l'on peut se développer sur cette base pour faire de meilleures courses. Il évoque aussi les limites de piste, Georges. C'est jamais simple, ce rôle il y a un livre
de règles qui doivent être respectées. Mais dans le même temps, le livre des règles doit évoluer à mesure que la vie avance, que les règles évoluent. Et on doit avoir une conversation ouverte et honnête. Tant que nous sommes sur la même longueur d'onde, il n'y a pas de problème. Et en tant que collectif, nous essayons d'avancer sur cette même longueur d'onde. Nous aurons davantage de conversations ce week-end. Mais pour les limites de piste, il faut voir la cause première, et c'est le circuit. Si vous donnez à des pilotes la chance d'aller au-delà des limites, nous irons au-delà des limites. Très bien. Eh ben, j'espère que les limites de piste seront respectées. Moi, je dirais que l'Autriche, ils ont fait ce qu'il fallait, les commissaires, pour le coup. C'est pas normal que des pilotes aillent au large, quels qu'ils soient, les pilotes d'ailleurs, pour gagner du temps, ou pour pas en perdre, quoi. Voilà pour l'intervention de Georges. Je vous laisse réagir, ciao. Alors, Hamilton révèle qu'une équipe de F1 ne signera pas la charte de diversité. Mais qui ça peut être? Est-ce que ça serait une écurie de boissons énergisantes? Bon, c'est peut-être pas eux, je suis mauvaise langue. À voir ce qui va dire Lewis. La F1 doit faire plus, toutes les équipes doivent faire plus. Je pense que nous sommes très proches de la mise en place de cette charte d'inclusion, de la diversité. Je pense qu'il y a une équipe, toujours la même équipe, qui n'est pas disposée à s'engager. Mais c'est laquelle? Dis-nous tout, Lewis, là, tu en dis pas assez, là. Mais je suis reconnaissant de voir que les autres équipes sont prêtes à avancer. Lorsqu'on lui a demandé s'il serait prêt à nommer l'équipe, il a répondu « Je ne pense pas qu'il serait approprié de nommer l'équipe. Nous avons fait des allers-retours avec elle, et pour une raison quelconque, ils ne veulent pas. Mais les 9 autres l'ont fait, ce qui est vraiment encourageant. Je serais curieux de savoir qui c'est quand même. » Hamilton a continué à dénoncer le racisme et la discrimination cette saison après que l'ancien pilote du championnat du monde, donc triple champion du monde Nelson Piquet, ait utilisé un terme raciste. Il a abordé les problèmes entourant la base des fans de F1 lorsqu'il s'est exprimé. « Je fais de mon mieux, je ne sais pas ce que je peux faire d'autre, a déclaré Hamilton. Mais je pense qu'il est de notre responsabilité de tous de faire quelque chose, pas seulement nous, le sport, ceux qui écrivent et rapportent ce qui se passe ici. Le sport ne serait pas ce qu'il est sans vous, les médias. Et oui, sans Tib F1, par exemple. Vos mots sont puissants et vous avez la responsabilité envers les lecteurs de vous assurer que nous progressons et que nous allons dans la bonne direction. » Il a répété que l'initiative We Are as One de la F1 doit aller plus loin que de simples paroles, mais a également défendu les organisateurs, pour ce qui était considéré par certains comme une réponse lente au problème de diversité. Tout d'abord, je ne pense pas que nous devrions simplement dire que c'est le problème de la Formule 1. C'est pour nous, c'est nous tous. Pour ces voix qui ont des nuances de discrimination, nous ne devrions pas les amplifier. Ce n'est qu'un exercice inutile. Je pense que la F1 à 100% devrait continuer à faire plus. Les années précédentes, nous avions We Race as One, mais ce n'était que du bout des lèvres. Je sais que la Formule 1 et de Michaelis sont déterminés à en faire plus. Chaque équipe, chaque entreprise peut faire plus en matière de responsabilité. Il doit y avoir un millier de partenaires dans l'organisation de la F1, des centaines au moins. Et c'est une question de responsabilité. Avec tout cela, que font-ils dans leur propre espace? Je pense que le football a fait des choses positives en termes d'annonces avant les matchs, et nous devons également simplement continuer à prendre position. Plus nous projetons la direction dans laquelle nous voulons aller, plus nous espérons que les gens navigueront lentement sur cette route. Bref, tout ça pour dire qu'on ne sait pas quelle équipe c'est. Alors je vous laisse me dire vos propositions dans les commentaires. Selon vous, quelle équipe ne veut pas signer cette charte? Alors on pense tout de suite à Red Bull, mais bon, ils se sont positionnés quand même pour la diversité aussi chez Red Bull. Je vois pas pourquoi ils refuseraient de signer, enfin, ça paraît étonnant. C'est peut-être une autre équipe, ça peut être n'importe laquelle. Haas, Aston Martin, McLaren, j'en sais rien en fait. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao, ciao. Gasly ne pense pas qu'il ferait mieux qu'en 2019 face à Verstappen, même si les monoplaces 2022 sont différentes à piloter. L'arrière peu réactif est une chose avec laquelle nous luttons encore. Déclare Gasly, je pense que ça dépend vraiment des caractéristiques de la voiture. Red Bull, par exemple, a beaucoup d'appui sur le train arrière, ce que nous n'avons pas. Donc je pense que ça dépend vraiment de la voiture que vous pilotez. Malgré son expérience supplémentaire et ses progrès depuis 2019, Gasly ne pense pas qu'il serait plus proche de Max, qu'il n'était il y a 3 ans, s'il roulait chez Red Bull. Ah bah ça c'est pas très vendeur de dire ça, Pierre, franchement. Au moins il est honnête, mais bon, ça va pas aller dans son sens, ça va un peu le desservir de dire ça, je pense. Ça dépend des facteurs, mais je ne pense pas que l'équilibre m'est limité à l'époque. Tout le monde a l'impression que le pilotage est très différent des années précédentes, alors qu'en fait ce n'est pas si différent. Je pense que c'est plutôt le feeling. Les voitures sont définitivement plus rigides et nous roulons beaucoup plus bas. Gasly n'a pas eu à changer son approche pour s'adapter à l'AlphaTauri de cette année. Le français était très rapide au volant de la T02 l'année dernière, mais il explique que l'adaptation de son style de pilotage est permanente selon les Grands Prix. Nous sommes directement sur l'asphalte, ce qui signifie que nous sentons beaucoup plus les bosses dans la voiture. De fait, la maniabilité n'est pas aussi bonne que l'année dernière. En termes de pilotage, je n'ai pas l'impression d'avoir eu à changer grand-chose. Je pense que mon style de pilotage change au cours d'un week-end en fonction des conditions, de l'équilibre de la voiture et de la dégradation des pneus. Vous êtes constamment en train de vous adapter à l'équilibre de la voiture, donc je pense que globalement, mon style de pilotage n'est pas fondamentalement différent par rapport à l'an dernier. Très bien. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de son interview? On le sent un peu perdu avec ces nouvelles voitures, Gasly, et l'AlphaTauri n'a pas l'air de lui correspondre en plus, donc ça n'arrange rien.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao. Et Grosjean qui s'exprime sur son fameux test Mercedes, va-t-il le faire un jour? Suspense. Le roulage est toujours d'actualité selon lui, mais il est fautif dans ce retard, Romain. Il blâme pas Mercedes. C'est 100% de ma faute, je n'ai pas été en mesure de donner à Mercedes une date de mon retour en Europe. Si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai déménagé aux États-Unis à Miami. J'ai déménagé en décembre 2021, j'étais très occupé, je devais piloter pour la Mercedes au Grand Prix de France, et après ça, faire une journée d'essai au Castellet sur le Paul Ricard. À cause du Covid, la date du Grand Prix de France a été déplacée, j'avais une course le même week-end. On voulait faire la journée d'essai, mais il y avait une quarantaine entre la France et le Royaume-Uni, donc pour Mercedes ça devenait très compliqué. Mais le pilote français se veut rassurant quant au fait que le test aura bien lieu. Nous avions une date pour septembre, à Silverstone, mais le circuit n'a pas pu être réservé. J'étais en contact avec Mercedes. J'ai vu Toto à Miami pour la F1, il m'a dit que oui, le test aura lieu et je n'en doute pas. Mercedes a parfaitement suivi pour me contacter tout le temps. Mais c'est de ma faute, j'ai pas pu trouver le temps de revenir en Europe et faire ce test. Il devrait s'agir de la voiture Mercedes de 2019 ou 2020, qui sont les deux plus rapides qu'ils aient jamais construites. Donc je suis excité. Surtout la 2020, pour le coup, qui était une vraie fusée. Il faut quand même le dire. Et voilà, donc Grosjean, on ne sait toujours pas quand il fera son test. Un jour, peut-être. Problème d'emploi du temps, si on peut dire. Allez, ciao. Grosjean s'explique sur sa relation houleuse avec Hamilton. Tiens donc. Ils ne se sont pas toujours entendus durant leur carrière. Le Français était l'un des rivaux d'Hamilton sur la grille au cours des années 2010, et les deux hommes n'ont pas toujours été d'accord. L'un des problèmes concernait le plaidoyer d'Hamilton pour que les pilotes s'agenouillent avant les courses en 2020, dans le cadre de la lutte contre l'injustice raciale. Grosjean était une figure influente à l'époque, en tant que directeur de l'association des Grands Prix. Alors Hamilton avait déclaré « Grosjean ne pense pas que c'est important de le faire. Grosjean est l'un de ceux qui pensent que cela ne se fait qu'une fois, et que c'est tout ce que nous devons faire. J'ai essayé de lui parler de ce qu'est ce problème, et ça ne se règle pas », avait déclaré donc Hamilton. Les deux hommes se sont également affrontés depuis que Grosjean a quitté la F1. À la fin de l'année 2020, après les qualifs du Grand Prix de Hongrie 2021, Grosjean a accusé Mercedes d'avoir délibérément été plus lent dans les tours de sortie en fin de Q3, dans le but de saboter les derniers tours de Red Bull. Si ça a été fait exprès, c'est pas très joli, a tweeté Grosjean. Hamilton a répliqué en postant « Je ne fais pas de jeu tactique, nous avons la voiture la plus rapide. Ceux qui font des commentaires comme ça n'ont aucune idée de ce qui se passe. Ce qui explique aussi pourquoi ils ne sont pas là. » Bref. Allez, boum Grosjean en sueur, en PLS. Grosjean, qui court désormais en IndyCar, a abordé sa relation avec Hamilton lors d'une séance FAQ sur sa chaîne YouTube. L'une des questions régulièrement recherchées est « Grosjean aime-t-il Hamilton ?» Eh bien oui, j'ai un énorme respect pour lui, a-t-il répondu. C'est l'un des meilleurs pilotes de tous les temps, il a été un incroyable septuple champion du monde, se battant contre Verstappen en 2021, de manière vraiment forte, avec pas forcément la meilleure voiture à chaque fois. En 2022, il a été plus en difficulté en début de saison avant de rebondir. Je ne connais pas les 800 heures du circuit, nous n'avons jamais dîné ou rencontré, ou quoi que ce soit. Mais sur le circuit, énorme respect. J'aime sa façon de piloter, j'aime la façon dont il se donne à fond tout le temps, d'une très bonne manière, donc oui, je l'aime bien. Grosjean a également confirmé qu'il a toujours l'intention de tester une Mercedes. Ce test lui a été proposé par Toto Wolff à la suite de son accident. Ouais, alors leur test là, il est bien compliqué, je trouve. Ils n'arrivent pas à trouver de jour, de date. Ça devait être au Grand Prix de France. Bon, le Grand Prix de France, c'est a priori la dernière fois qu'on y va, au Castellet cette année, et il va pas y être. Donc, alors à moins de faire ça aux US, peut-être, éventuellement, ça serait peut-être plus simple pour lui, vu qu'il habite là-bas. À Austin ou Miami ou même Las Vegas en 2023, pourquoi pas. Mais bon, ce test me paraît compliqué à réaliser quand même. Mais bon, ils le feront sûrement un jour. Quant à leur relation, bah écoutez, de toute façon, voilà, il est plus en F1, Grosjean, et il est bien en IndyCar maintenant. Je pense qu'il s'épanouit plus là-bas, même si ses résultats ne sont pas vraiment à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer. Lui qui est dans une écurie quand même assez huppée, Andretti, il est que 15e au classement. On fait un suivi de ça d'ailleurs sur Team Motorsport, si vous voulez aller voir l'actu IndyCar également. Allez, je vous laisse commenter, ciao. Wurtz juge injuste de blâmer Wittich, directeur de course. Il ne fait qu'appliquer les règles de la F1. Les pilotes et les fans doivent juste s'habituer à un nouveau directeur de course maintenant. Vous ne pouvez pas blâmer Nils Wittich, il ne fait qu'appliquer les règles. Wurtz pense que le Grand Prix de France va être compliqué pour Wittich à cause des limites de piste. Ça peut être encore pire là-bas, le Paul Ricard a été conçu comme une piste d'essai, et pour des courses amateurs. Les graviers sont donc extrêmement coûteux à entretenir au quotidien. Cependant, l'ancien pilote juge qu'il faudrait recourir au maximum à des limites de piste naturelles. Les limites naturelles des pistes sont les meilleures, donc de l'herbe ou du gravier, où les erreurs sont immédiatement sanctionnées. Choisirez une voie stricte mais pragmatique. Donc là où il y a du gravier derrière la ligne, ne soyez pas si strict. Et là où il y a de l'asphalte derrière la bordure, soyez strict. Il s'agit de savoir s'il y a un avantage ou pas. Maintenant, nous sommes comme au tennis.
où la ligne est la limite claire. Wurtz confirme enfin que la question des bords de piste est toujours très active au sein du GPDA, notamment après que de nombreux incidents ayant impacté les fameux vibreurs saucisses. Bon, il faut les retirer, hein, c'est clair. C'est une question qui a été discutée depuis l'introduction des dégagements en asphalte. Ça va de pair avec l'introduction des vibreurs standards de la FIA sous la direction de Charlie Whiting, car personne n'a besoin de ces vibreurs saucisses qui agissent comme des rampes dangereuses. Bon, il a raison là-dessus. Quant à Wittich, je préfère Freitas, hein, pour l'instant, il fait moins de conneries que Wittich, qui est plus décrié que Freitas. Donc, bon. Après, le problème, c'est le manque de constance, hein, de la FIA, c'est toujours pareil, donc j'espère qu'ils vont se trouver un accord entre eux, et qu'ils vont être plus constants dans leurs décisions. C'est surtout ça qu'il faut, quoi. Ouais, ciao. Les monoplaces 2022 limitent-elles l'intérêt des évolutions? C'est l'avis de Steiner et Binotto. Ça serait un peu dommage, quand même. Mais d'un côté, pour le respect du plafond budgétaire, c'est pas plus mal. Nous sommes de plus en plus certains de la façon dont nous devons régler notre voiture, a confirmé Steiner. Kevin Magnussen rejoint l'avis de son directeur. Pendant un certain temps, ça nous a permis de progresser davantage que n'importe quelle nouvelle pièce. Mais maintenant, les gains sont de plus en plus faibles. Haas aura donc une VF22 revue en Hongrie, et Steiner espère qu'elle fera gagner à ses pilotes plus de 2 dixièmes. Nous n'aurions pas fait d'efforts pour moins que cela. Steiner salue le nouveau règlement technique, reposant davantage sur l'effet de sol, qui limite les fantaisies techniques. Je pense que c'est un peu plus difficile qu'autrefois, car les améliorations apportées n'ont pas été aussi importantes qu'il y a quelques années. Il est beaucoup plus difficile de trouver des perfos avec ces règlements techniques qu'avant. Donc nous devons aussi dire que cette réglementation technique est plutôt bonne. Cet avis est également partagé par Mattia Binotto, directeur de Ferrari, qui reconnaît que seuls de petits progrès peuvent être faits avec les évolutions. Les règles sont trop restrictives et vous êtes piégé dans votre concept. Ça s'est également avéré un problème pour les petites équipes. Une source ayant déclaré à Automotor Sport. Aucune des copies de Red Bull n'a vraiment fonctionné, parce que personne ne sait exactement ce que Red Bull fait sous sa voiture pour maintenir le flux stable. Ça ne sert à rien de simplement copier la forme des boutons. Et oui, avec son plancher flexible, Red Bull, comme Ferrari d'ailleurs, on rappelle, hein, voiture illégale, et qui peuvent continuer dans l'illégalité jusqu'à Spa. C'est tranquille la vie est belle. Allez, je vous laisse commenter. Ciao.